Hello, aujourd'hui on va se concentrer sur une qualité propre de l'être humain. On va essayer de voir la différence entre ce que peut apporter l'être humain et l'IA, et l'IA générative en particulier, et voir comment combiner les deux, évidemment, pour avoir plus de, plus de performance et plus d'avantages, avancer plus vite, mieux, et idéalement pour moins cher. Donc là, ce qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est sur vraiment la spécificité de l'aspect créatif de l'être humain, et avec un exemple très concret. Donc la question bateau, mais bon on est obligé de la poser, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer l'intelligence humaine? Donc en fait la réponse est non. Euh, voilà. En tout cas pas entièrement, mais l'IA peut faire des tâches plus vite que nous, avec plus de précision. Elle manque d'intelligence générale, de créativité. Ça, c'est vraiment être le sujet du jour. Donc, on va vraiment être focus sur cette partie créativité. Qu'est-ce que va nous apporter l'IA dans ce contexte de la créativité? Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut bien noter, c'est que l'intelligence artificielle va baisser le coût de l'intelligence, de la production d'intelligence. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir dans l'équation. Petit tour d'horizon sur le web. Donc l'IA générative est un outil, et l'outil le plus puissant selon Elon Musk, pour débrider la créativité, plus que tout ce qui avait été créé avant, et a la capacité de débloquer des pans entiers d'innovation, en tout cas une nouvelle ère de productivité dans le domaine de l'innovation. On va voir aujourd'hui concrètement à quoi ça ressemble cette nouvelle ère. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur les bénéfices, et en particulier donc comment générer du leadership. Donc on génère du leadership, et on parle de leader, donc on lead généralement avec des idées et non pas avec des injonctions. Donc comment générer les meilleures idées possibles et comment les mettre en action au sein de supply chain en fait. Donc là ça va être une supply chain mais d'idées. Les bénéfices évidemment c'est l'augmentation de la productivité des employés. Donc on peut se concentrer mieux sur les activités nobles et déléguer par exemple de la rédaction, des efforts de synthèse à de l'IA, et nous vraiment se concentrer sur une vision, une idée, du brainstorm, ce genre de choses. Et dès qu'on se détache un peu des contingences matérielles, eh bien on peut mieux comprendre les choses, on passe plus de temps sur là où il faut passer du temps. Donc si on regarde la roue centrale, donc la workforce, donc la capacité, la puissance de travail, la transformation digitale, et puis, est-ce qu'on peut maintenir, est-ce qu'on peut soutenir ce rythme de supply chain? Et là, on va parler de supply chain d'idées. Voilà. Moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, ce que j'ai expérimenté même, c'est que souvent, on doit faire à des flots d'idées. Et alors, dans la vraie vie, c'est que plus on a d'idées en entrée, et plus on augmente les chances de trouver la perle rare. Mais pour arriver à sortir ce diamant, cette perle rare d'idées, bien conçue, bien écrite, bien pensée, il va falloir être capable d'ingurgiter de grands volumes d'idées. Et c'est ce qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va automatiser ce processus de génération d'idées en masse. On va donner une direction, on va générer un corpus d'idées, et ensuite on va venir le raffiner et automatiser tout ça avec de l'automatisation. En trois items aujourd'hui. Donc l'intro que je viens de faire maintenant, ensuite une projection concrète sur ce que je vais présenter, et ensuite on déroulera les exemples. On va se concentrer sur l'automatisation d'un processus qui est éminemment humain, et on va voir comment on peut l'accélérer, vraiment booster ce processus d'idéation, de brainstorming, et également de cadrage d'idées, et d'automatiser cela pour accélérer cette partie qui est utile au quotidien dans des domaines très variés.
Donc ce qu'on va faire, c'est on va construire une équipe, on va construire un processus, un pipeline, et on va aborder les sujets de création de ce pipeline d'idéation, de storytelling. Et on va également, et ça va être vraiment un des points clés, comment est-ce qu'on maintient ce processus, ce pipeline, et quand même on va l'upgrader, et également prendre en compte les aspects de coût-performance. Donc c'est parti. Donc l'idéation, qu'est-ce que c'est? Donc l'idéation, ça peut être splitté en trois grandes étapes qui se suivent dans le temps. Donc l'idéation, c'est-à-dire que j'émets un ensemble d'idées, pas forcément ordonné, mais un objectif un peu diffus, mais très créatif. Donc on va générer beaucoup d'idées, qu'il va falloir ensuite critiquer pour avoir des contre-arguments. Donc c'est la deuxième partie. Et à la fin, si vraiment on veut être efficace, il faut être capable de résoudre ce processus d'idéation, c'est-à-dire arriver à une réponse qu'on va mettre en œuvre. Si évidemment on n'en est pas satisfait, on voit bien qu'on peut effectuer une boucle pour revenir à une nouvelle idéation et ainsi converger vers une solution concrète et dans un temps défini. Donc on va faire ça aujourd'hui avec du code, avec le framework LangChain et un pipeline en fait qui est prêt à l'emploi qui s'appelle le Smart LLM Chain. Donc la première fois que j'ai utilisé cette technologie, c'était pour préparer un storytelling pour Notes 23 où je voulais voir ce qu'on pouvait faire en reliant différents jeux d'open data sur différentes plateformes et voir quelle expérience je pouvais créer, quelle valeur je pouvais créer, quelle technologie utiliser, etc. Donc la stack aujourd'hui, on va faire ça avec OpenAI et avec le framework LangChain dans sa version Python. Donc le code est très explicite. Donc en gros, ça se résume à ça. Donc il est important de vous comprendre exactement comment ça marche. En fait, on va créer plusieurs LLM, donc plusieurs personnalités, et donc chacune va avoir un rôle et une spécificité. Donc là, par exemple, le modèle name, donc j'ai utilisé GPT-4o, et la température ensuite, donc là c'est le niveau de créativité, donc pour l'idéation, même j'aurais pu mettre 1, avoir quelqu'un qui est extrêmement ouvert d'esprit pour ne rater aucune opportunité d'idée. Ensuite j'ai mis une limite de tokens pour tout simplement que mon processus ne me coûte pas trop cher, que je mette des limites. Et ensuite avoir une première idée. Donc ça c'est pour le processus d'idéation qui est vraiment la partie la plus artistique, la plus créative. Ensuite vient le rôle, la personnalité de la critique. Donc là la critique ça va être de dire oui mais c'est du oui mais généralement. En français pour les êtres humains. Donc là on voit que la température a été réduite à 0,4 alors qu'avant pour la créativité on était à 0,9. Donc là, il va y avoir une discussion entre le oui mais et l'idéation. Et à la fin, la phase finale, le résolveur. Donc là, vraiment, on répond à la question, on trouve la solution, on résout la problématique. Et donc là, il faut quelqu'un pas totalement froid, mais vraiment quelqu'un de très posé et qui va être capable de trancher. Puisque là, c'est vraiment ce dont il s'agit. Donc voilà les trois composants dont il s'agit. Et voilà, à ce stade, on a nos personnalités. Donc un des éléments qui est vraiment remarquable avec ce workflow, ça va être comment on upgrade dans le temps l'équipe. Et donc upgrader une équipe, ça veut dire une équipe qui va être plus créative, qui va être capable d'avoir des interactions plus intelligentes, plus poussées, et avoir également un résolveur qui va être plus fin dans sa manière de trancher sur la solution finale. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que maintenant, avec de la configuration, régulièrement, on va pouvoir venir upgrader notre équipe, de devenir de plus en plus intelligent. Et comme on va le voir, pas forcément pour plus cher. Donc en gros, en résumé, c'est à un instant T, on va avoir une équipe qui répond dans un temps donné avec un coût donné à un challenge donné. Et avec le temps, ce qu'on va découvrir, et c'était mon expérience, de voir qu'on répond plus vite, mieux, et moins cher. Donc c'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter avec cet exemple-là. Donc concrètement, voilà la dégringolade des prix. Moi je suis parti sur GPT-3.5 Turbo au début. Et là maintenant j'ai GPT-4o mini et je peux vous dire que la différence de coût,
elle est vraiment remarquable. Donc là, j'ai mis pour mémoire. Donc on passe de 2 dollars à 0,2 dollars. Donc c'est vraiment c'est énorme. Donc ça veut dire on peut créer plus vite, on peut faire plus de cycles, on peut plus prototyper, avoir de meilleures idées et avoir un aspect une meilleure stratégie, quoi, au final. Concrètement, à quoi ça ressemble? Donc moi j'ai posé mon challenge. Donc là on voit les idées qui sont produites en automatique. Donc voilà, mapper alors, un des éléments importants, c'est qu'au plus on va être spécifique dans notre question, au mieux notre sujet va être cadré. C'est comme avec les êtres humains, meilleures vont être les réponses. Donc là, par exemple, mon challenge, c'est que je veux promouvoir les 7 objectifs de développement durable des Nations Unies, mais pour mon pays. Voilà. Ce que je veux voir, c'est comment utiliser l'open data de mon propre pays en coordination avec les objectifs de développement durable, comment à quoi ils correspondent et ce qui reste à faire pour améliorer le monde. Donc voilà, ça c'est mon challenge. Ensuite, je précise un contexte. Donc je dis que j'ai des compétences en Graph Data Science, en data science, et je voudrais savoir comment est-ce que je peux les mettre à profit, puisqu'à la fin c'est moi qui vais faire le boulot, euh, pour atteindre mon objectif de storytelling ou pour résoudre des grands problèmes, puisqu'au final c'est ça dont il s'agit. Donc là, je lui demande de donner 5 idées de storytelling que je pourrais utiliser pendant mon prochain webinaire. Ça, c'est le brainstorm que je lance initialement. Ça, c'est mon boulot, c'est mon prompt. Les réponses que j'ai, les voici, donc on va les passer en revue rapidement, mais c'est pour que vous voyez la qualité rédactionnelle que j'ai pu avoir avec GPT-4. Donc par exemple, mapper l'open data d'un pays, voilà, les bénéfices. Donc la première étape serait de mapper les jeux d'open data aux objectifs de développement durable, donc ce que j'ai fait. Donc pour cela, il faudrait avoir des indicateurs utilisés par les Nations Unies pour suivre le progrès et voir si par hasard on n'aurait pas des indicateurs similaires dans les jeux d'open data de mon pays. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. S'ils existent, faire correspondre les datasets et les charger dans une base Neo4j. C'est également ce que j'ai fait. Et donc il y a des petits commentaires, parfait pour manager des jeux de données qui sont très connectés entre eux. Ensuite, le point 2, il y en avait plusieurs, mais je vais m'arrêter au point 2. Identifier les relations entre les différents indicateurs et en indiquant que c'est là que je vais pouvoir utiliser mes compétences en data science. Donc si je suis en équipe, je peux mettre en input les compétences de mon équipe et voir comment je vais les réinvestir. Ensuite, on peut utiliser Neo4j pour visualiser ces relations et comprendre comment les indicateurs interagissent entre eux. Voilà. Et là, l'intelligence de GPT-4, c'est que par exemple, on pourrait mettre en relation alors le niveau d'éducation et le niveau de pauvreté. Donc c'est super intéressant et comme ça, il y en avait plein. Donc ça prend quelques secondes. On le verra après quand je ferai la démo en direct. Concrètement, en sortie, je peux avoir de la sortie en Markdown. Donc vous voyez que par exemple, il va segmenter en sections. Donc par exemple, des requêtes Cypher, écrire des requêtes Cypher qui extraient des indicateurs qui ont du sens de la base de données, utiliser Neo4j Bloom pour les visualisations, ou Gephi pour créer des histoires qui parlent. Donc en fait, hein, c'est exactement ce que j'ai montré sur la présentation de mon slide. Il y a un dataviz qui a été fait par Gephi. Également, l'intégration avec d'autres outils, donc comme Tableau, Power BI pour créer des tableaux de bord et combiner des données de graphes avec des jeux de données traditionnels pour améliorer les KPI par exemple. Ensuite, il y a la section storytelling et engagement de l'auditoire. Donc par exemple, développer un storytelling attractif pour l'audience, insister sur les points remarquables que j'ai pu trouver et comment ils impactent les objectifs de développement durable. Donc ça, c'est un niveau d'analyse qui a été généré en quelques secondes en basculant sur GPT-4 Pro.
donc qui est un petit peu plus cher, qui était un petit peu plus cher que GPT-3.5. Mais maintenant, je suis basculé sur GPT-4o mini, qui coûte moins cher que GPT-3.5 et qui est meilleur et encore plus rapide. Donc voilà, ça c'est des exemples très concrets de sorties d'analyse que je peux avoir. Et ensuite, on peut boucler avec une équipe humaine, une IA, construire un plan, organiser un discours, organiser un plan de travail par exemple, et automatiser ce processus. Donc maintenant, on va passer à la partie démo dans la vraie vie pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc comme promis, on va partir sur la démo avec un tout petit rappel d'actualité, notamment sur le rapport prix-intelligence. Pour rappel, donc, GPT-4o, c'est la course hein, en permanence entre les LLM. Donc là, par exemple, pendant un moment, Gemini, voilà, Gemini 1.5 Pro était revenu numéro 1 et là, ChatGPT 4o, la version latest donc du 8 août, est remonté en haut dans les scores. Donc vous voyez, c'est une course en permanence. Et donc là, en particulier, les deux modèles sont propriétaires, donc payants et servi en API, donc Google versus OpenAI, et puis ensuite on va Anthropic arriver ici. Mais là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser surtout, ça va être les prix. Donc les modèles sont toujours plus intelligents, mais surtout, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la baisse constante des prix. C'est-à-dire qu'on va délivrer une intelligence plus importante à un coût moindre, et vraiment beaucoup moindre. Donc là, voilà. Donc là, on voit le nombre de millions de tokens qui sont pris et le coût. Donc c'est vraiment incroyable. Et nous, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et les modèles de pricing. Donc, vous voyez un peu le coût de l'intelligence qui dégringole très rapidement, puisque là on était en mars et que maintenant, voilà, donc vous voyez un peu la dégringolade des coûts et avec des performances généralement accrues, des mises à jour de données, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va... Donc voilà, ça, pratiquement 80% de baisse par an du prix du token. Une dernière petite intro et ensuite on va attaquer les choses plus sérieuses. Donc voilà, GPT-4o, les baisses de prix. Voilà, 79% de drop par an. Donc c'est énorme et c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir démocratiser et utiliser la GenAI dans plus en plus de cas et générer plus d'intelligence et donc avancer plus vite. Donc là aujourd'hui, nous on va partir la démo et on va se faire plaisir. On va juste montrer ce qu'on a pu sortir avec GPT-4o dans un cas très concret. Donc voilà, l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, c'est avec Smart LLM Chain donc. Et je vais dérouler le notebook que j'ai exécuté. Donc en fait, c'est l'histoire de quelques minutes. Donc évidemment, je rentre ma clé secrète et je compose mon équipe. Donc vous voyez, hein, j'utilise mon LLM GPT-4o. Donc, et pour la partie créative, un niveau de créativité maximal, donc 0.9. J'aurais même pu mettre 0.1. J'ai fait un peu de tuning, en fait, j'ai testé plusieurs fois. Ensuite, pour les critiques, beaucoup moins de créativité. Et ensuite, pour le résolveur, le décideur final, 0.2, quelqu'un d'assez froid. Et donc ensuite, on va voir comment ça se passe vraiment et qu'est-ce qu'on arrive à avoir en sortie. Donc ça, j'ai utilisé ce notebook en fait pour préparer ma session de Nodes 23. Donc Nodes 23 qui est ici, donc sur ma série dédiée donc à l'open data et les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc voilà, pour idéationner, pour brainstormer, je me pose la question toute simple. Donc ça, c'est mon unique input et vous allez voir ce que je vais réussir à en sortir. Donc comme un data scientist et pratiquant de l'open data, je veux promouvoir, donc vous voyez, mon objectif est assez clair, les 17 objectifs des Nations Unies de développement durable pour mon pays. Mon but global est de mettre de coordonner en fait les objectifs de développement durable des Nations Unies avec mes données et surtout
qu'est-ce qui reste à faire pour faire un monde meilleur pour tous. Je donne un contexte en termes de compétences, puisque après c'est moi qui allais réaliser tous ces travaux. Donc j'ai de l'expérience en Graph Data Science et en Data Science, donc j'ai des compétences. Et je lui demande de m'expliquer comment, avec Neo4j, je pourrais faire pour faire la promotion de ces objectifs de développement durable. Et puis dans le cas où j'aurais besoin d'avoir des outils supplémentaires, eh ben, me les présenter pour découvrir un peu, me donner des idées, vraiment là c'est ça. Et puis l'aspect, je lui dis ben voilà, donne-moi 5 idées. Donc vous voyez, c'est borné dans le temps, en volume, et donc c'est super cadré. Et ensuite, je vais lancer Smart LLM Chain, qui va être tout un processus d'idéation, de critique et de résolver avec à la fin une conclusion et avec un nombre d'idées fixé à 5. Vous voyez, donc ça fait partie des paramètres. Donc vraiment, j'ai la main totale, j'ai la main mise sur l'ensemble du processus d'idéation. Et c'est tout. Voilà. Donc ensuite, j'ai la log. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une review de ce que j'ai pu avoir en sortie. Donc, hop, on va copier tout ça. On va copier tout ça et on va aller faire la revue de ce qu'on a pu générer comme brainstorming. Donc vous voyez, c'est tout bête comme code, mais le fait de pouvoir enclencher de l'autocritique, de l'idéation, ça nous amène à un niveau supérieur d'intelligence, mais avec une seule ligne de code, puisque tout le reste est pris en charge par le framework en fait. Donc voilà. Et puis on va aller se mettre tranquillement sur un previewer. Alors, donc là, vous voyez, ça a pris en fait un peu moins d'une minute à générer. Donc, l'objectif. Comment faire collaborer entre eux des gouvernements, des organisations à but non lucratif, du secteur privé. Donc, ça va être la première idée en fait. Donc, data collection. Donc voilà, c'est ça. Donc là, c'est la partie concentration des données. Ensuite, modélisation de graphes. Donc ça, c'est le plan, effectivement, c'est ce que j'avais déroulé. Et donc, vous voyez, en fait, c'est une conversation entre l'idéation, on se dit, ah tiens, j'avais pas pensé, tiens, je devrais essayer ça. Donc c'est vraiment du brainstorming. Et ensuite, ce qui est intéressant, voilà, donc la partie analyse. Donc détection de communauté, c'est exactement ce que j'ai fait. Mesure de centralité, chemin le plus court pour identifier des stakeholders. Les organisations les plus influentes en termes de données et d'objectifs. Des clusters, voilà. Et ensuite, la visualisation, la data vise. Donc là, il pense à Gephi, par exemple, super, effectivement, c'est un super outil que j'aime beaucoup. Et le storytelling angle. Alors, mettre l'accent sur les partenaires, les partenariats qui vont avoir le plus d'impact et travailler sur les partenariats sous-exploités et qui pourraient être améliorés pour atteindre l'objectif. Donc, et vous voyez, donc en fait, il a plusieurs pistes. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'il a structuré son raisonnement. Et ensuite, il vient poser des outils. Donc, sur les API et les data sources, donc oui, ça je l'ai fait, Open Data API. Donc, j'ai utilisé celle de l'ONU, celle de la Commission Pacifique Sud et au Data GovNC. À World Bank, ça je n'ai pas utilisé. Et en termes de visualisation, donc là, c'est assez riche. Vous voyez qu'il a pas mal de connaissances. Donc, Gephi, oui, c'est ce que j'ai fait. Tableau, je n'ai pas utilisé. Power BI, je n'ai pas utilisé. Mais effectivement, D3JS. Donc, vous voyez qu'il a une bonne culture générale. Je n'ai pas utilisé de machine learning. En tout cas, pas pour générer ce genre d'informations. Et donc, vous voyez que l'analyse est vraiment super, super précise. Et vraiment, j'ai de quoi faire. Voilà. Et vous voyez, c'est super segmenté, c'est extrêmement bien organisé, quoi. Des time series, de la prédiction avec le machine learning,
Des tableaux de bord interactifs, oui effectivement ça j'en ai fait avec GraphXR, donc auquel il n'a pas pensé ici. Voilà, et après régulièrement il fait la partie conclusion. Donc je ne vais pas revoir tout en détail, tout est stocké dans le Jupyter Notebook, mais vous voyez un peu la masse de connaissances et surtout la structure qui est accessible et qui est vachement inspirante pour la suite. Donc c'est vraiment... voilà, et là c'est la partie critique. Donc vous voyez par exemple la consistance. On fait l'hypothèse qu'on a des bonnes données et ensuite on fait la critique. Donc voilà. Vous voyez, ça c'est des choses, on voit bien que c'est la partie critique, hein. Attention, donc trop simplifier la complexité, et puis ensuite la logique à derrière, la granularité. Voilà, donc bien faire attention que les données soient assez précises pour pouvoir en sortir quelque chose, mais ne pas trop être agrégé, ne pas être trop fin pour pouvoir quand même faire de l'agrégation et faire de l'analyse. Et ensuite, ID4, ah oui, ça c'est super, donc c'était faire de l'analyse prédictive pour prévoir, planifier le futur et améliorer les choses. Voilà. Et ensuite, l'ID5, donc la collection des données, évidemment, à la base de tout. Donc après, il fait le sommaire des flows et des erreurs de raisonnement. Vous voyez un peu tout ça produit, et puis donc voilà, donc on a fini la chaîne. Également une idée d'approche très intéressante, donc faire des analyses comparatives des objectifs de développement durable et montrer sur lesquels on est en bonne voie et ceux qui méritent de disposer d'avoir plus d'attention. Donc effectivement ça je ne l'ai pas forcément développé dans mon speech, dans mon storytelling quand j'ai fait Notes 23. Et puis mettre l'accent sur la qualité de données, donc ça oui ça je l'ai fait. La compatibilité, donc ça c'est ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement j'ai rajouté des données pour pouvoir mieux faire de liens. Et voilà. Donc là j'ai fini la revue et dans le processus, en fait donc on a la solution, donc là la solution finale, donc qui est avec toute la synthèse et tous les aspects critiques. Donc, vous voyez c'est super compact. Donc je peux mettre ça dans un PowerPoint. Donc voilà un peu la chose, le travail. Et puis ensuite après j'ai continué à travailler pour générer des titres. Donc là par exemple je prends la solution et puis je lui fais générer un titre. Donc voilà, ça c'est le titre de la présentation, généré d'après le brainstorm automatisé depuis mon prompt initial. Donc voilà, la démo s'arrête là. Vous voyez, Smart LLM Chain, et c'est un peu la logique des agents qui sont capables de se critiquer les uns les autres avec des jeux de données et le laisser réfléchir et se mettre en challenge tout seul pour arriver à un résultat. Donc là, par exemple, j'avais virtuellement 3 agents, le créateur, le critique et le résolveur qui fait la conclusion, sauf que tout a été pris en charge par le Smart LLM Chain qui est fourni par LangChain. Donc c'est du travail en équipe automatisé et donc on peut commencer comme ça à faire du cadrage et après interagir avec une équipe d'humains et boucler comme ça et très rapidement démarrer un processus de création. Voilà, ça clôt la démo. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et surtout n'hésitez pas à aller jouer avec Smart LLM Chain et également bien sûr les frameworks d'agents et d'agentique avec l'IA. Allez, tata, ciao et continuez à bien innover sur l'open data.